L'ancien président de la région Île-de-France est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Jean Peluchon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le gouvernement s'apprête à entamer une grande réforme de la CSG. Cette contribution sociale généralisée qu'avait mis en place Michel Rocard. Il en penserait quoi aujourd'hui? Le fondement de cette réforme, c'était de frapper à égalité tous les revenus, quelle que soit leur provenance, et donc d'élargir la base du financement de la sécurité sociale. Dans l'esprit de Rocard, à terme, la CSG aurait pu financer la quasi-intégralité de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Donc aujourd'hui, Macron ne fait pas une grande réforme. Vous l'avez un peu... Oui, je l'ai un peu survendu. En réalité, il augmente le taux de la CSG, mais en échange, il baisse les cotisations sociales pour les actifs. Évidemment, le problème, c'est que ça va taper uniquement sur les retraités, pas les retraités modestes, j'imagine, et j'espère, mais quand même les retraités. Et les retraités... classe moyenne ont déjà été pas mal frappés. Donc je pense que c'est une question qui va être difficile à négocier. Je ne sais pas si Michel Rocard aurait été aussi loin dans ce domaine. Mais ce n'est pas une réforme de la CSG, c'est juste une espèce de substitution d'une recette plus certaine et plus importante. Je ne crois pas que Michel aurait été absolument choqué, mais il faut trouver, je pense que Macron y pense, des solutions pour les retraités. Oui. Justement, alors il y a effectivement cette réforme de la CSG qui est dans l'esprit, enfin on l'a dit, ce qui n'est pas vraiment une réforme, qui est une augmentation du taux pour supprimer certaines cotisations sociales, chômage et maladie. Il y a effectivement donc cette mesure qui est dans l'esprit de Michel Rocard. Emmanuel Macron qui signe également la préface de votre livre, C'était Rocard, c'est publié chez l'Archipel. Et dans le même temps, Édouard Philippe qui, dans son discours de politique générale, cite Michel Rocard avec Chaban-Delmas. En 2017, l'esprit Rocard est-il plus vivant que jamais, Jean Peluchon? Moi, j'en suis très heureux. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec ce livre, que j'ai commencé à écrire quand Michel Rocard est mort, le 2 juillet 2016. Je me suis dit, mais il y a tellement de choses dans ce qu'il a fait qui sont aujourd'hui totalement actuelles. Prenez le réchauffement climatique avec l'action sur l'épaule, etc. Prenez la négociation sociale, puisque lui, Rocard, était un as de la négociation sociale et qu'il aboutissait presque toujours à des consensus. Prenez l'affaire de l'Europe qu'il préférait resserrer, mais très, comment dirais-je, partenariale par rapport à une Europe sans doute élargie, mais assez diluée. Prenez le poids qu'il a pris sur le continent africain, mission sur le Rwanda, que les gens ne connaissent pas, mais qui a été absolument déterminante pour la paix, le refus de la guerre d'Algérie, etc. Rocard, il a tout pour être à la mode. Et il va être à la mode. Il est encore vivant, Michel Rocard. Vous savez, oui, je crois qu'il est vivant dans l'esprit des gens. Moi, je le constate en allant faire les signatures des livres. Il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de regrets. Vous ne dites pas ça parce que vous êtes un proche. Vous le ressentez vraiment. Non, je le ressens vraiment. Puis, vous savez, je ne suis pas un turiféraire, y compris dans mon livre, j'explique aussi ce que Rocard a raté, et en particulier cette bataille présidentielle avec Mitterrand, et qui s'explique par les caractéristiques de ces deux hommes. Et justement, alors c'est cette question-là qui est posée, notamment dans ce livre, quand on le remet en parallèle avec l'actualité d'aujourd'hui. Emmanuel Macron, c'est peut-être pas le nouveau Rocard, mais après tout, il accepte quand même de signer la préface de ce livre. Pourquoi Emmanuel Macron a réussi aujourd'hui à être président en se séparant du Parti socialiste, là où Michel Rocard a échoué à l'époque? Est-ce que ça aurait été possible à l'époque, un Michel Rocard qui tente une présidentielle hors Parti socialiste? Je pense que ça aurait été possible, mais Michel avait trop d'affection, d'amour pour le Parti socialiste qui avait été son rêve pendant très longtemps, parce qu'il était sorti du PSU qui était un truc assez petit et peu efficace. Il est rentré dans un grand parti, il en a fini Premier ministre, il a ensuite été même le président de ce parti, donc il avait toutes les raisons de l'aimer. Mais
en même temps, le parti ne lui a pas fait de cadeau. Mitterrand ne lui a pas fait de cadeau, etc. Donc, depuis longtemps, Rocard avait entamé le travail qui consistait à rapprocher la gauche, la droite, le centre, la gauche, y compris avec des gens comme Simone Veil, puisqu'on en parle énormément aujourd'hui, avec des centristes, des catholiques, Stasi, Mengri, Barrault, Bayrou, tout ça, il avait commencé le travail. Mais il n'a pas pu le finir parce que Mitterrand n'en voulait pas. Mitterrand avait un profond mépris pour les centristes, et en 88, il dit moi, la proportionnelle, tout ça, j'en veux pas, je les veux tous et à poil. Un par un et à poil. Et Mitterrand tenait le Parti Socialiste par la main. Est-ce que finalement, ce qu'il a payé, Michel Rocard, c'est qu'il était un petit peu trop un appareil de parti, alors qu'il aurait dû s'en séparer, s'en distancer, justement, peut-être pour s'émanciper? Il a toujours été pris entre cette vertu de l'opinion. Il avait l'opinion avec lui, il avait les gens avec lui, et puis les apparatchiks, le parti qui le tirait par les pieds et par derrière. Il a donc beaucoup souffert de ça. Il n'est pas arrivé à s'en débarrasser véritablement. Alors que Macron, alors vraiment, lui, il a vu le trou de souris par lequel il pouvait passer. Il a vu que les partis, à force de s'opposer bloc à bloc, blanc et noir, les méchants, les gentils, etc., c'était insupportable. Et donc il a dit, il faut faire droite et gauche, et de droite, et voir ce que ça donnera. Et un alignement des planètes plutôt favorable, avec un parti socialiste affaibli, un président François Hollande affaibli, là où Mitterrand et le Parti socialiste étaient forts à l'époque. Absolument, et puis même une primaire de la droite qui finalement s'est révélée catastrophique, puisque Fillon, qui avait toutes les chances en principe de l'emporter à l'issue de la primaire, a gâché ses chances au fur et à mesure de son évolution. Oui. Je vous pose la question parce que vous êtes socialiste, vous y êtes encore d'ailleurs. Lorsque vous voyez l'état objectivement du Parti socialiste aujourd'hui, Manuel Valls qui quitte le Parti socialiste, Benoît Hamon également qui quitte le Parti socialiste, c'est-à-dire les deux finalistes de cette primaire, franchement ça vous inspire quoi? Que dans ce parti, le chemin des égaux l'a emporté sur l'intérêt général. Chacun est allé poursuivre sa petite chimère personnelle, et il n'y a plus d'esprit collectif au Parti socialiste. C'est-à-dire, je ne sais même pas ce qui reste au Parti socialiste aujourd'hui. Mais on a l'impression d'entendre ça déjà depuis 6 ans, depuis des années. Ça s'est beaucoup accentué. C'est vrai que ça a commencé après François Mitterrand, qui avait un charisme tel qu'il tenait le parti. Et d'ailleurs, Lionel Jospin aussi tenait le parti. À partir de là, les choses se délitent. Et elles se délitent parce que les socialistes ont cessé d'être des défenseurs de l'intérêt général et de l'intérêt du pays pour devenir les défenseurs de médiocres intérêts de boutiques, symbolisés par un type comme Cambadélis, qui est vraiment le type même du dirigeant qui tire des ficelles dans tous les sens, mais qui se prend les pieds dans le tapis. Oui. Et quand on voit que, par exemple, dès 2007, lors de la campagne présidentielle avec Ségolène Royal, le parti ne l'a pas soutenu, comment expliquer que 10 ans après, le parti n'est toujours pas appris de ses erreurs et ne soit toujours pas capable de se rassembler, et on fait finalement les pots cassés aujourd'hui? Le parti n'a pas soutenu Ségolène Royal parce qu'il y avait, y compris des... il y avait des choses dans ce que disait Ségolène Royal qu'ils n'avaient pas encore accepté ni assimilé, en particulier le rapprochement avec le sens, qu'on appelait l'ordre juste, etc. Donc il y avait quand même des raisons idéologique de ne pas nécessairement suivre. Mais là, maintenant, avec la déréliction, la disparition idéologique du PS, le PS, c'est quoi? Et ça va vers quoi? Vers où? Vers rien. Il est en train de vraiment disparaître, il n'a plus d'utilité. Alors, est-ce que Macron peut, lui, reconstituer un espèce de courant, je dirais, centre-gauche, social-démocrate? Ça n'en a pas pris vraiment le pli dès le départ, puisque pour gagner les élections et pour continuer son œuvre de, on va dire, de reconstruction, destruction-reconstruction, il s'est attaqué aussi à la droite, et il faut reconnaître qu'il leur a mis des bâtons dans la roue sérieux. Et du coup, c'est ma toute dernière question, parce que vous parliez presque de disparition. Aujourd'hui, sur la gauche,
d'Emmanuel Macron. C'est qui son opposition? C'est le Parti socialiste ou Jean-Luc Mélenchon? On ne l'entend pas, le Parti socialiste. D'ailleurs, il ne sait pas si il doit voter la confiance, pas voter la confiance, voter les lois de travail, pas voter les lois de travail, voter l'état d'urgence, pas le voter, etc. Donc c'est qui l'opposition alors? On ne sait pas. L'opposition, en termes de bruit médiatique, c'est évidemment aujourd'hui davantage Mélenchon, parce que le Front National a un peu perdu, et il n'a pas de groupe à l'Assemblée, c'est difficile d'exister. Mais l'opposition, c'est quand même plus, je dirais aujourd'hui, le populisme qu'autre chose. Et le PS, il va vraiment falloir que, s'il veut exister, ou si on veut qu'un mouvement social-démocrate existe, il va falloir se mettre vraiment au travail. Merci Jean-Paul Huchon d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, ancien président de la région Île-de-France.